finance criminelle. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Alain Bauer, professeur de criminologie. Vous allez nous expliquer ce que c'est, tiens, la criminologie. Au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, au Collège de justice criminelle de New York et à Shanghai à l'université Fudan. La criminologie, oui, qu'est-ce que c'est, avant de rentrer dans la finance criminelle? Paradoxalement, c'est un sujet qui apparaît totalement moderne et qui a été résolu et réglé par Émile Durkheim dans Méthode sociologique et qui explique que, grosso modo, il y a un fait qui s'appelle le crime, des acteurs, criminels, victimes, des relations entre les acteurs. Et donc, pour comprendre ce qui se passe, il faut créer une science qui s'appelle la criminologie, point. Donc, ça fait à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle que cette question est résolue. Elle est résolue dans le monde entier, sauf en France, puisque en France, la question criminelle a été accaparée, alors pas par des sociologues, qui est un beau métier, mais par des sociolâtres. C'est une secte théologique qui a mis en place une croyance obligatoire qui veut que le crime n'existe pas. Le crime est une invention de la bourgeoisie pour empêcher la révolution. Et donc, les pauvres prolétaires exploités sont poursuivis pour des raisons horribles en vue de les empêcher de se lancer dans des mouvements politiques qui permettraient de changer la nature des choses et donc de détruire le capitalisme pour obtenir... Alors là, il y a plein d'options ensuite, mais je ne les trancherai pas. Il se trouve que la criminologie est une science à peu près normale, qui étudie normalement un sujet selon des règles que je qualifierais de cliniques ou de médicales, diagnostic, pronostic, thérapeutique, et que chez nous, comme partout, le diagnostic doit être partagé, il faut qu'on soit d'accord sur la nature du mal. Le pronostic peut être discuté, il faut au moins que le malade soit d'accord et qu'on ait des chances de sauver la personne. Et on peut se mettre sur la gueule, comme on veut, sur la thérapeutique. Parce que la thérapeutique, c'est un sujet, chimie, chirurgie, homéopathie, trithérapie, tout est ouvert. Il est normal qu'on ait une discussion virile, mais correcte. La France est un pays merveilleux, nous avons les meilleurs thérapeutes du monde à condition de ne pas avoir de diagnostic. Ce qui, évidemment, ne facilite pas la vie en matière criminelle, puisqu'il y a désormais deux ailes dans la sainte église de la théologie criminelle. L'aile, il n'y a pas d'auteur, il n'y a que des victimes. Et donc, tout le monde est victime d'une société méchante et vilaine. Et en fait, il faut comprendre, interpréter et surtout ne jamais punir les auteurs parce qu'ils ne sont que des victimes. Voilà. Et l'autre, c'est qui vole un œuf, vole un bœuf. Il n'est absolument pas nécessaire de comprendre les motifs du passage à l'acte, et donc élimination sociale, voire physique, mirador mitrailleuse, et on sera tranquille. Entre ces deux extrémismes bêtes, idiots et sans contenu, la mise en place d'un outil intermédiaire qui s'appelle la compréhension de la complexité est une activité difficile. Alors, quelques collègues bien avant moi s'y sont lancés, des sociologues, des ethnologues, etc. Mais la France n'a pas produit de criminologues pendant extrêmement longtemps. Elle avait un institut de criminologie dont l'activité essentielle était de ne pas produire de criminologues. On produisait des juristes, des pénalistes, à peu près tout ce qu'on voulait, des sociologues, des ethnologues, mais criminologue était un gros mot. Et puis un jour, on a recréé un processus visant à permettre l'émergence d'une criminologie qui soit à la fois compréhensible et critique, qui prenne en compte la prévention, la dissuasion, la sanction, les conditions du passage à l'acte, la victimologie et surtout la réponse sociale, mais aussi la réinsertion, la gestion de la prison. Et donc, dans cette diversité, c'est créé un pôle criminologique au Conservatoire des arts et métiers, qui est le seul en France en tant que pôle, mais il y a aujourd'hui une demi-douzaine de masters de criminologie. J'ai beaucoup de collègues sans papier ou clandestins de la criminologie, mais qui s'assument de plus en plus publiquement. Et donc, c'est une science en réémergence, alors même que la France et l'Italie sont les deux pays qui avaient créé les concepts fondateurs. Gabriel Tarde, Locard, Durkheim sont des éléments moteurs de la criminologie mondiale, mais ils avaient été occultés par, on va dire, les années 60 et 70, parce que le crime, en fait, c'était une invention de la société bourgeoise et réactionnaire pour empêcher l'émancipation des classes ouvrières. Donc on est passé à autre chose, fort heureusement. On permet de traiter de l'ensemble de ces questions d'une manière beaucoup plus saine désormais, mais je ne sais toujours pas si je suis une espèce en voie d'apparition ou en voie de disparition, mais je suis une espèce protégée. Quand le criminologue s'intéresse à la finance, le moins qu'on puisse dire, c'est que scandale à répétition, des amendes, et notamment américaines, à répétition,
jamais de responsables. Voilà, on ne sait pas, on les cherche. Voilà. Donc visiblement, il y a des crimes, Ça mais dépend. on a du mal Aux États-Unis, on va en prison, beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Si. Les étrangers, on les fait payer, et les Américains, on les met en tôle. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début, la banque, c'était l'objectif. On braquait une banque, on attaquait une banque, on pillait une banque, et donc la banque était une victime. Et donc, naturellement, personne n'imaginait... De temps en temps, il y avait un scandale financier, Panama, etc. Mais fondamentalement, le fait divers pour la banque, c'était le braquage sanglant, la malposte. Il y avait des méchants qui attaquaient le pauvre coursier avec la malle avec les assignats, la caisse au trésor. Peu à peu, curieusement, le système bancaire, notamment au moment des grandes dérégulations, c'est-à-dire au moment où l'État a commencé à se retirer, et au moment où l'argent a commencé à affluer, c'est-à-dire où le capitalisme financier a pris le dessus sur le capitalisme industriel, au moment où la question du retour sur investissement n'a pas été d'investir pour gagner de l'argent, mais de spéculer sans investir autour de l'idée qu'on se faisait de la valeur potentielle d'un titre qui lui-même était plus ou moins relié à on ne sait pas très bien quoi, le subprime ayant été le sommet de ces opérations, on a vu apparaître des masses monétaires considérables et l'idée qu'en fait, on pouvait profiter du système pour gagner de l'argent par le offshore. Le offshore étant évidemment le moyen, d'échapper à l'impôt dans un État fortement soumis à la taxe et auquel on voudrait échapper. Donc on est quasiment sympathique avec cette idée, sauf que le tuyau de l'optimisation fiscale, qui est le joli mot qu'on a inventé pour fraude fiscale, il sert à tout. Il sert à la rétrocommission, il sert à la corruption, et il sert aussi au terrorisme, au crime organisé, au blanchiment, essentiellement à la fraude fiscale, mais il sert à tout. Et donc on a noyé certaines capacités à la bienveillance et à l'empathie vis-à-vis du fraudeur fiscal, parce que quand même, il faut qu'il laisse un petit quelque chose à ses enfants, et il en a marre de payer des impôts pour un État dispendieux, par toute une série d'opérateurs criminels, à tel point même que dans les années 80, il s'est produit 2 événements majeurs. Le premier, c'est les Savings and Loans aux États-Unis, et le deuxième, c'est les Jusen au Japon. Lors de ces 2 opérations montées d'un côté par le crime organisé américain et de l'autre par les yakuza japonais, plus de 100 milliards de dollars ont été détournés des savings and loans, on va dire les petites caisses d'épargne américaines délocalisées, donc qui n'appartenaient pas à des grands réseaux, et les Jusen, les banques hypothécaires japonaises. 200 milliards de dollars, c'est le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. Et cet argent, il fallu le mettre quelque part. On l'a mis dans les offshore avec tout le reste de l'argent. Sauf que le crime organisé a pris le contrôle des offshore, parce qu'il n'allait pas laisser cet argent partir géré par 3 banquiers marrons et 2 avocats miteux. Il ne pouvait pas laisser faire. Et donc toute une génération du crime organisé sont devenus eux-mêmes avocats d'affaires, traders, etc. Les enfants, sans doute vous avez ça dans Le Parrain, hein, je n'invente rien, Le Parrain n'est c'est un documentaire, ça n'a jamais été un film. Et donc peu à peu, on voit apparaître cette nouvelle génération. Et au jour d'aujourd'hui, entre 36 000 et 50 000 milliards de dollars se sont réveillés ce matin dans les offshore et se sont demandé ce qu'ils allaient faire de la journée. C'est suffisant pour déstabiliser l'ensemble de l'économie mondiale. Parce qu'ils peuvent basculer d'un côté ou de l'autre en jouant sur la valeur de l'euro ou du dollar, du yen ou de la rouble. Et donc on sent bien la puissance de cet opérateur majeur qui est devenu le crime. Alors pas centralisé, mais comme tout le monde a un comportement moutonnier en matière financière, ça devient extrêmement sensible, à tel point même qu'en 2008, le secrétaire général adjoint des Nations Unies contre le crime et la drogue a dit attention, c'est l'argent criminel qui est en train de sauver l'Occident de la faillite. Il n'est pas impossible que ce soit vrai. Parce qu'il y a tellement d'argent disponible, les liquidités sont tellement énormes, les bulles ont pris une telle proportion que les criminels ne gagnent pas toujours d'argent. Mais je peux vous garantir qu'ils n'en perdent jamais. Et donc, ils ont des arguments extrêmement sensibles pour faire en sorte que le banquier récupère chez d'autres clients moins énervés ce que le narco ou le mafieux va expliquer au banquier sur le thème, d'accord, bon, j'ai bien compris, j'avais 100, j'ai pas 120, mais j'ai pas 99 non plus. Et donc, ce process-là, il a changé la nature de la finance. Donc, les banquiers sont devenus en partie des complices parce qu'ils ont trouvé intérêt à blanchir l'argent des narcos au Mexique. Une grande banque américaine a été rattrapée
par la patrouille, une grande banque européenne, une grande banque nordique. Bref, on a des tas de banques qui se sont fait rattraper à la patrouille pour des raisons purement criminelles. Alors, je ne parle pas là de non-respect de la réglementation américaine sur on commerce avec ci, on commerce avec ça, et cette espèce de volonté impériale des États-Unis sur notre législation s'impose à tous dès lors que tu touches $1. Évidemment, si tu as des euros, c'est pas pareil. Mais dans un troisième temps, le système bancaire s'est même devenu lui-même criminel. Il a inventé du offshore. Il a attiré des opérateurs offshore. Une grande banque suisse est poursuivie par le fisc français, non pas pour avoir blanchi, mais pour avoir été chercher l'argent pour le blanchir, ce qui est un acte d'une toute autre nature. Et on a même eu une banque criminelle, la BCCI, qui a été inventée par les narcos et les terroristes pour leurs propres besoins et qui avait pignon sur rue. Donc on sent bien qu'il y a une transition de la finance victime à la finance complice vers la finance acteur d'opérations criminelles et le shadow banking, le traitement haute fréquence, ceci est valable aussi évidemment pour le secteur boursier, amène à une démultiplication de la vulnérabilité du secteur financier au crime, à tel point même qu'il y a aujourd'hui, en tout cas d'après de très bons auteurs qui se penchent de manière régulière sur le sujet, une finance criminelle qui est aussi professionnelle, aussi techniquement pointue et aussi efficace que l'autre, sauf que ces investissements vont plutôt dans un truc qui ressemble à du sucre, mais qui n'en est pas, en poudre. En termes de thérapeutique, la criminologie, elle nous suggérerait quoi ? La criminologie, c'est une thérapeutique du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Elle ne fixe pas, justement, elle n'a pas les mêmes défauts que ses critiques, elle n'a pas de théologie. Elle veut que justement la thérapeutique soit dialoguée, discutée et affinée pour répondre à une problématique spécifique et efficace parce qu'elle comprend que les modes de passage à l'acte ne sont pas uniformes. Entre le besoin, l'envie et le plaisir, on ne traite pas de ces trois problèmes de la même manière. Et donc il faut reprendre l'idée que la question criminelle est une question individuelle, qu'elle nécessite beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de capacité à intégrer des données diverses. C'est un champ large d'intégration d'éléments qui vont du droit pénal à la sociologie, l'ethnologie, la médecine légale, la psychiatrie, la psychologie, et que c'est cet assemblage qui permet de sortir une solution qui correspond au problème et non pas un problème dont on adorait qu'il réponde à la solution. Merci Alain Bauer.